Bonjour, aujourd'hui, un journal de bord consacré à une mise à jour de la vidéo que j'avais réalisée avec le journal du geek sur le lore de Star Trek et le désordre que peut être la chronologie pour les nouveaux arrivants et les Trekkies confirmés. En effet, certaines séries sont des préquels ou des suites à d'autres séries. Elles sont même parfois des spin-offs. Du coup, on va mettre un peu d'ordre dans ce journal de bord, histoire que ceux qui commencent Star Trek puissent comprendre ce qu'ils regardent, et ceux qui suivent Star Trek depuis un moment puissent aussi s'y retrouver, car là, ça devient vraiment complexe. Alors, premier disclaimer, je spoil un peu dans la vidéo. Je dévoile pas les intrigues super importantes, mais certains grands événements dans le lore peuvent eux-mêmes lever un voile sur certaines histoires, donc vous êtes prévenus. Ensuite, je vais vraiment être exhaustif. Je parle pas de tout, sinon ça serait vraiment beaucoup trop complexe. Je parle de ce qui me semble être important pour comprendre l'ensemble du lore. On continue aussi sur les dates. Il peut y avoir un écart de 2 ou 3 ans entre ce que vous connaissiez et ce que je vais dire ici. Car entre les encyclopédies officielles, les dossiers officiels, Memory Alpha ou Memory Beta, il y a des différences. Du coup, j'ai fait au mieux en prenant en compte ce qui était le plus simple à comprendre et le plus lisible pour le lore. Pourquoi il y a des erreurs de date? Parce que c'est une fiction. Donc les scénaristes écrivent au fur et à mesure et des fois ils oublient, donc on rectifie et ça rend les choses pas très cohérentes. Voilà. Dernier point, cette chronologie commence par la date du premier contact, dont j'ai déjà fait un journal de bord. Je ferai aussi une autre chronologie des incursions temporelles avant cette date. Comme vous le savez, vous pouvez aussi retrouver du contenu supplémentaire sur le podcast Space Opera, voici l'adresse, et vous pouvez aussi vous abonner et liker. Allez, j'attends. Allez, un petit effort. Voilà. Bon, on commence avec la chronologie dite de production et de diffusion. Celle que vous connaissez parce que vous l'avez subie au fur et à mesure des sorties. Donc effectivement, on commence avec Star Trek TOS, The Original Series, en 1966, Star Trek la série animée ou TAS pour les Trekkies, Star Trek le premier film en 1979, Star Trek 2 La colère de Khan en 1982, Star Trek 3 à la recherche de Spock en 1984, Star Trek 4 Retour sur Terre en 86, et là on va commencer avec une nouvelle série, à savoir Star Trek la nouvelle génération en 87. Ensuite on retourne à l'ancienne génération avec Star Trek 5 qui est l'ultime frontière, et Star Trek 6 qui sera Terre inconnue. Pendant que la série La Nouvelle Génération se déroule, on a le spin-off en 1993, à savoir Star Trek Deep Space Nine, suivi du film Star Trek Génération en 1994. Pendant que la série DS9 tourne, on va avoir Star Trek Voyager en 1995. Et puis, ensuite, on a la série de films avec la nouvelle génération encore une fois, Premier Contact en 1996, Insurrection en 1998. On revient au petit écran avec Star Trek Enterprise en 2001, pour finir sur le film Star Trek Nemesis en 2002, qui voit la fin de l'aventure de la nouvelle génération. Et c'est là que commence la série de films qui a amené beaucoup d'entre vous à l'univers Star Trek, celle de J.J. Abrams, à savoir le Star Trek de 2009, ensuite Star Trek Into Darkness en 2013, Star Trek Sans Limite ou Beyond en 2016, et on revient grâce à Netflix, Amazon, tout ça au petit écran, avec les séries dans l'ordre. Star Trek Discovery en 2017, ensuite Star Trek Picard en 2020, Star Trek Lower Deck en 2020 aussi, Star Trek Strange New World en 2022, ainsi que la série Star Trek Prodigy. Bon, maintenant on va passer à des choses un peu plus rigolotes. En effet, si on prend toutes les séries que je vous ai citées et tous les films dont je viens de vous parler, on va les reclasser dans le lore de Star Trek, à savoir quand est-ce qu'ils arrivent par rapport à la franchise. Donc on commence avec Star Trek Enterprise de Scott Bakula,
qui est une série qui se déroule dans le lore en 2150. Alors ensuite, on arrive directement à la Kevlin Timeline, avec notamment la timeline accélérée. En 2258 se passe le film Star Trek, en 2260 Into Darkness, et en 2263 Star Trek Beyond. Or, dans la timeline originale, ça va plutôt se passer comme ça. En 2256, c'est la série Star Trek Discovery qui commence. Ensuite, on a la série en parallèle Star Trek Strange New World en 2259. Pour arriver à Star Trek, la série originale, donc la première série tournée dans les années 60, et qui là se passe en 2265. Ensuite, tout de suite après, on va avoir Star Trek, la série animée, en 2269, et on va reprendre avec donc, le premier film en 2270, le film 2, 3 et 4 qui se passent presque la même année en 2285, et puis ensuite Star Trek 5 et Star Trek 6 qui se passent respectivement en 2287 et 2291. Donc vous pouvez déjà constater que la Kelvin Timeline balaye presque 30 ans d'univers Star Trek assez rapidement. J'en parlerai un peu plus tard. Après, il faut attendre presque 100 ans pour voir arriver la nouvelle génération, donc TNG pour les Trekkies, qui commence en 2364. Ensuite, DS9 commence en 2369. Et la série Star Trek Voyager commence en 2371 avec le film Star Trek Génération. Ensuite, on a le film Star Trek First Contact qui se déroule quant à lui en 2371 et Star Trek Insurrection en 2375. Ensuite arrive la série en 2380 Star Trek Lower Deck, la série animée. Puis en 2283, nous avons la série Star Trek Prodigy qui commence. Pour ceux qui jouent au jeu, Star Trek Online, quant à lui, débute en 2409. Et pour finir, nous avons une partie de Star Trek Discovery qui se déroule en 3191. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai classé ces trois ères en ère classique, une ère où tout reste à découvrir, TNG, une ère où bien sûr l'exploration spatiale continue, mais les enjeux politiques sont bien plus présents, la Fédération s'est bâtie, s'est construite, et on doit la préserver. Et puis, il y a l'ère du futur, où via Star Trek Discovery, on doit rebâtir la Fédération avec les pionniers. Bon, on a balayé les évidences. Maintenant, on va parler du plus gros, du lore en lui-même. Allez, c'est parti, j'y vais doucement. Tout commence avec le premier contact humain-vulcain dans les montagnes du Montana via le personnage de Zefran Cochrane. Je vous invite d'ailleurs à voir le journal de bord à ce sujet. C'est là que l'aventure Star Trek commence car l'humanité, via l'aide des Vulcains, s'engage dans une utopie où la faim, la guerre et le capitalisme sont détruits pour un monde meilleur. Dans les événements marquants, on aura la naissance de T'Pol et puis plus tard celle de Jonathan Archer. Pour ceux qui ne le savent pas encore, T'Pol est une Vulcaine et vous verrez que les Vulcains vivent 3 à 4 fois plus longtemps que les humains. C'est pour ça qu'on a Spock si longtemps dans la chronologie. Ces deux personnages sont importants car ils sont les héros de la série Star Trek Enterprise. En 2119, nous avons la disparition de Zefran Cochrane, disparition dans l'espace lointain. L'info est intéressante car, au vu de cette date et la date de naissance de Jonathan Archer, on sait maintenant combien de temps les deux ont eu pour se croiser, sachant que dans Enterprise, on nous dit régulièrement qu'Archer a pu discuter et parler avec Cochrane, mais on ne savait jamais réellement combien de temps ça avait duré. Ensuite, une autre info, c'est que sur ce personnage, Zefran Cochrane, il sera retrouvé dans la série originale presque 100 ans plus tard sa disparition. En 2130, un membre de la famille Song vole des embryons d'améliorés, d'êtres génétiquement modifiés. Et là, ça nous fait nous raccrocher à plusieurs sagas dans la série Star Trek. Une saga liée à la famille Sung, celle des surhumains, comme Khan, ou celle des androïdes, avec Data, et de la mystérieuse épidémie Klingon. On verra ça un peu plus tard. La série Enterprise raconte les aventures du premier vaisseau capable de distorsion 5. La série commence en 2150 et finira en 2154, soit 2 ans avant les guerres romuliennes. A noter aussi que ces 4 ans verront l'arrivée d'un des plus grands attentats sur Terre, une sonde Xindi qui, pour seul premier contact, va tuer des millions d'humains. On peut noter aussi dans cette période un premier contact non enregistré et non officiel avec les Borg et les Ferengi.
2154, c'est aussi le début d'une épidémie étrange qui arrangera les scénaristes. Pour expliquer pourquoi dans l'ère classique, les Klingons n'ont pas un front de tortue, on explique qu'une épidémie a modifié sur 2 ou 3 générations le génome des guerriers de l'Empire, les rendant semblables aux humains, mais ce qui explique aussi pourquoi dans Discovery et Strange New World, on va trouver aussi des Klingons très différents de TOS. Ils viendraient d'une colonie lointaine non affectée par le virus génétique. Voilà, une fois qu'on a fait cette pirouette scénaristique, on peut passer à la suite. 2160, c'est la fin de la guerre avec l'Empire romulien. C'est une guerre à distance que se livrent les humains et leurs alliés qui ne verront jamais à quoi ressemble leur ennemi romulien. Néanmoins, cette guerre est le terreau qui verra éclore la Fédération des Planètes Unies. En effet, les peuples terriens, tellarites, andoriens et vulcains s'unissent pour créer la Fédération des Planètes Unies, et Starfleet sera alors absorbé pour créer une flotte d'explorateurs. 2164, c'est la disparition de l'USS Franklin, un événement qui est commun aux univers Prime et Kelvin, car il sera la trame narrative de Star Trek Beyond et s'inscrit dans les débuts de l'exploration spatiale. 2165, naissance de Sarek, père de Spock, et traumatiseur en chef de plusieurs enfants importants dans l'histoire de la Fédération, à savoir Sibok, Spock et Michael Burnham. Il ne se passe pas grand-chose durant le 22e siècle, à part le fait que Jonathan Archer devient un président de la Fédération. 2224, c'est la naissance de Sibok, demi-frère de Spock. 2223, ce sont les premières réelles tensions entre l'Empire Klingon et la Fédération. En effet, le prélude de Axanar se situe dans ces eaux-là. Il s'agit certes d'une web-série qui explique un fait, l'invasion d'Axanar. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans la série originale, on est toujours dans une pseudo-guerre froide avec les Klingons, et elle aurait commencé ici. 2230, naissance de Spock, fils de Sarek. Les problèmes arrivent en 2233 avec la naissance de Kirk et la destruction de l'USS Kelvin dans l'univers du même nom. Chose qui ne serait pas vraiment arrivée dans l'univers Prime. Alors, on n'en est pas sûr parce que la nouvelle série Strange New World fait référence aussi à l'USS Kelvin. Après, on ne sait pas s'il a été détruit. Et donc, la destruction de l'USS Kelvin permet la naissance de ce qu'on va appeler la timeline Kelvin, celle des films de J.J. Abrams. Là aussi, c'est un moment important. Dans TOS, on sait que c'est la 3e mission de l'Enterprise que commande le capitaine Kirk, car il y en a eu 2 autres auparavant. Donc le premier commandement, avec Robert April, commence le 11 avril 2245. Il est le premier capitaine de l'USS Enterprise. Le vaisseau est lancé sous les yeux de Jonathan Archer, qui mourra le lendemain. La première mission quinquennale prend fin en 2250. C'est le capitaine Pike qui prendra le commandement de l'USS Enterprise, donc il est le 2e capitaine, et qui partira au fin fond de l'espace pour continuer l'exploration. Ce qui explique pourquoi en 2256, au début de Discovery, il n'est pas là. En effet, il est en mission bien trop loin des frontières de la Fédération et du lieu des batailles. En 2256, le début de Discovery lance une grosse année de guerre avec les Klingons, qui se termine en 2257. Et qui lance aussi la série Strange New World, qui voit la seconde mission de l'Enterprise avec un jeune Spock déjà officier scientifique. Bon, à partir de là, tout colle à peu près à ce qu'on savait, même s'il y a eu des ajouts entre-temps. Mais pendant ce temps-là, dans la Kelvin Timeline, tout va beaucoup plus vite, car en 2258, c'est l'histoire du premier film qui se déroule avec l'incursion temporelle de Nero, puis suivi en 2260, l'attaque des surhommes, je vous spoil pas, et pour finir avec le 3e film qui voit le dénouement du capitaine de l'USS Franklin dans ce film Star Trek Beyond, ou Sans Limite, qui finit la chronologie Kelvin en 2263. En effet, comme vous pouvez le voir ici, tout se passe beaucoup plus vite, car à la même période, dans l'univers Prime, le 3e commandement de l'Enterprise, à savoir par le capitaine Kirk, ne se passe qu'en 2264. Avant, Kirk avait servi sur le Farragut, comme on l'apprend dans Star Trek Strange New World. On sait aussi qu'à la même période, les Klingons et les Romuliens ont fait une alliance, ce qui explique pourquoi les Klingons ont la technologie d'occultation et pourquoi les Romuliens ont des navires D7. Revenons à Kirk. Lui et son équipage ne feront qu'une mission de 5 ans, un petit peu moins, qui sera légendaire et qui faudra à Kirk une promotion sur Terre. 2270, c'est la fin officielle de l'épidémie Klingon. Beaucoup de nouveau-nés retrouvent leur front. 2271, c'est là que commence le film Star Trek The Motion Picture,
avec l'attaque d'une sonde extraterrestre. 2271, c'est aussi le début d'une nouvelle mission quinquennale pour l'Enterprise, NCC 1701 Refit, donc améliorée. Moi je trouve que pour une série américaine, je la trouve très soviétique avec toutes ces missions quinquennales, hein, quand même. Bon. Cette mission-là, dont on n'a jamais vu la série et qui pour le moment n'a jamais été télévisée ou diffusée au cinéma, donc elle n'existe pas à part dans les romans, se finit en 2285. Avec le triptyque de films La colère de Khan, À la recherche de Spock et Retour sur Terre, qui se passe presque la même année. On pourrait presque penser qu'elle se passe sur quelques mois. 2286, c'est aussi le lancement de l'USS Enterprise A, avec les films Ultime Frontière et Ultime Terre Inconnue. Et 2287, c'est le début du film Star Trek Génération, avec le lancement de l'Enterprise B et la disparition de Kirk dans l'incident dit du Nexus. Petit retour en arrière, pour bien vous rappeler qu'au même moment où sortent tous les films, avec l'ancienne génération, la production de la nouvelle génération a commencé. Or la série ne commence pas dans le lore avant 2363, soit 80 ans plus tard. À partir de maintenant, nous allons voir beaucoup d'éléments de lore qui vont lancer des intrigues dans la série La Nouvelle Génération sur une période de 80 années. 2296, c'est une sorte de première ère de paix avec les Klingons, notamment avec la conférence de Khitomer. 2306, c'est la naissance du capitaine Jean-Luc Picard. 2309, les Cardassiens proposent leur aide aux Bajorans. Là, c'est le début de l'occupation qui sera le moteur de l'histoire de la série Star Trek Deep Space Nine et qui verra l'annexion complète de Bajor en 2328. 2332, c'est la naissance de Sisko et le lancement de l'Enterprise C. 2235, activation de Lore, frère de Data, et création de Data par Noinyen Sung. Cette famille, comme je vous l'ai dit, est à suivre. 2340, début de la guerre entre l'Union Cardassienne et la Fédération. 2344, bataille de Nerandrat III qui a vu la destruction de l'Enterprise C. Là aussi, j'ai déjà fait un journal de bord à ce sujet. Le navire est détruit par les Romuliens. Cet acte de bravoure verra consolider une ère de paix entre les deux factions. Il s'agit aussi d'un moment important dans l'histoire, car on découvre dans les décombres le jeune Worf, qui sera donc adopté par des humains, et qui va lancer toute l'intrigue de la maison Duras, ainsi que les remous politiques qui auront des répercussions tout au long du XXIVe siècle au sein de l'Empire Klingon. 2345, naissance de Sela, qui sera l'une des antagonistes de Star Trek La Nouvelle Génération. 2346, dans le quadrant Delta, les futurs ennemis de l'USS Voyageur, les Kazon, renversent leurs bourreaux, les Trabs. Toujours dans le quadrant Delta, la guerre entre les Talaxiens et les Aconiens débute également. Elle verra la destruction totale des Talaxiens. 2349, c'est une des premières morts de Tasha Yar dans la chronologie. Tasha Yar qui sera la mère de Sela. 2350, les Borg reçoivent le message envoyé par d'autres Borg que pourchassait Archer en 2153. 2350, le conflit avec les Cardassiens s'intensifie aux frontières et de nouveaux fronts s'ouvrent contre les Talariens et les Toliens. 2352, consolidation de la paix entre l'Empire Klingon et la Fédération une nouvelle fois. 2356, la famille Hansen confirme leur théorie sur l'existence des Borg et découvre un cube Borg. La jeune fille à bord avec ses deux chercheurs sera connue plus tard sous le nom de Seven of Nine suite à son assimilation. 2360, durant l'annexion de Bajor, une station minière est construite. Elle portera le nom cardassien de Terok Nord et plus tard, elle sera rebaptisée par la Fédération Deep Space Nine. Gul Dukat en devient préfet et il sera l'un des antagonistes principaux de la série Star Trek DS9. 2363, lancement de l'USS Enterprise D, première rencontre avec Q, Enterprise D qui est commandée par le capitaine Picard. 2364, les Borg, sans qu'on sache que ce soit eux, font des incursions dans la zone neutre qui sépare Fédération et Empire romulien, créant donc des tensions entre les deux superpuissances. 2364, premier contact avec les Borg causé par Q. 2366, arrivée dans le quadrant Gamma et Delta de l'USS Protostar
suite à un voyage temporel que vous découvrirez dans Star Trek Prodigy. 2366, incursion temporelle encore une fois de l'USS Enterprise C et seconde disparition de Tasha Yar dans le lore. Bon allez, pour la petite blague c'est la troisième parce qu'elle meurt aussi avant. Bref, c'est un peu compliqué, elle est dure à crever. 2367, Picard devient locutus de Borg et détruit une grosse partie de la Fédération à la bataille de Wolf 359. Sisko, ce jour-là, voit la mort de sa femme dans la bataille. 2367, Picard intronise Goron au poste de chancelier de l'Empire Klingon après un complot de la maison Duras et une guerre civile klingone. C'est aussi l'année de la paix avec l'Union cardassienne. 2369, les Cardassiens se retirent de Bajor. Bajor demande l'aide à la Fédération. La station Terok Nord est renommée Deep Space Nine et passe sous co-commandement de Starfleet et de Bajor. C'est le début de Deep Space Nine avec le capitaine Benjamin Sisko. Cette année aussi, c'est la découverte du vortex bajoran donnant sur le quadrant gamma. Comme vous le comprenez, de 2370 à 2375, l'histoire de la Fédération est bien dense, avec la guerre du Dominion, d'autres attaques des Borg et l'exploration par l'USS Voyager du quadrant Delta. A noter que les films de la nouvelle génération se terminent en 2375, que Seven of Nine est découverte en 2373, que beaucoup d'intrigues non finies dans cette période-là se retrouveront dans Star Trek Picard. 2378, c'est le retour de l'USS Voyager sur Terre. 2379, c'est le film Star Trek Nemesis, où Data est considéré comme désactivé, voire mort. 2380, Picard est promu amiral, et c'est le début aussi de Star Trek Lower Deck. 2380 est aussi le début d'une autre chronologie parallèle, où l'USS Voyager ne serait pas revenu si vite et devient un vaisseau générationnel. C'est une ligne temporelle qui se confond aussi avec la ligne temporelle du futur Enterprise D que propose Q à Picard. En effet, dans celle-ci, Picard ne résout l'énigme du futur. Donc dans cette chronologie, en 2380, Starfleet abandonne officiellement les recherches du Voyager. On a cette tentative où Chakotay et Harry Kim sont revenus dans le quadrant alpha et n'ont pas réussi à sauver le Voyager qui s'est écrasé, donc à peu près dans les années 2387. Il remonte le temps et lance un message au Voyager. En 2394, le Voyager retourne finalement sur Terre 23 ans après sa disparition. 2395, Picard, retraité, déjoue le plan de Q. Et pour finir, 2404, l'amiral Catherine Janeway fête le 10e anniversaire du retour du Voyager, mais ayant perdu beaucoup trop de membres d'équipage, elle remonte le temps pour donner au Voyager du passé une technologie qui lui permettra d'écourter et de survivre au voyage. Allez, on revient en 2380, où un cube Borg est capturé par les Romuliens, suite à l'assimilation d'un membre du Zadvash qui a un mental si puissant qu'il fait sombrer le cube dans la folie, le paralysant. Ce cube sera nommé l'artefact et sera au cœur de la saison 1 de Picard. On revient aussi dans la ligne Prime en 2383, c'est le lancement de la série Star Trek Prodigy. 2387 est un événement qui va se jouer sur deux timelines. Sur la timeline Prime, la destruction de la planète Romulus est le point de départ pour Picard et son équipage d'une traque sans relâche de Nero qui remonte le temps pour tenter de tuer Spock et Kirk. Mais c'est aussi le début de l'évacuation des rescapés de la planète Romulus et de l'Empire romulien. Dans la Kevlin Timeline, Nero parvient donc à remonter le temps et tue les parents de Kirk et détruit même Vulcain. La technologie de son vaisseau va servir à l'accélération dans l'histoire et dans l'acquisition de technologies futuristes par la Fédération. Ce point, la destruction de Romulus, est aussi le point de lancement de Star Trek Online. 2285 va rajouter du lore à Picard. En effet, pendant que celui-ci essaye de sauver un maximum de Romuliens, la planète Mars est attaquée par des travailleurs androïdes, ce qui permet à la Fédération de se retirer de l'aide fournie aux réfugiés et qui pousse Picard à se mettre en retrait. 2386, la série Star Trek Picard commence. 2392, fondation de la nouvelle Romulus. 2399, l'Empire Klingon sur le déclin quitte les accords de Quittemer et relance une politique expansionniste agressive contre la Fédération. 2401, c'est la célébration du jour de la frontière avec le lancement de l'Enterprise G. Et c'est surtout la date d'une attaque sans précédent contre la Fédération que déjouera Picard dans la saison 3 de la série éponyme. On arrive en 2409 où là on a vraiment le début du jeu Star Trek Online.
On continue dans le lore, effectivement, donc après toutes ces séries, l'histoire de Star Trek continue. En 2550, on sait que c'est la bataille de Procyon 5 qu'on a vu dans la série Star Trek Enterprise. Il s'agit d'une guerre contre les constructeurs de sphères. On peut aussi imaginer qu'au XXIe siècle, Ni'Var est fondé. Ni'Var, c'est la réunification du peuple vulcain avec les Romuliens. En 2769, c'est la mise en place des accords temporels. 2800, la Fédération maîtrise totalement le voyage dans le temps. On a aussi confirmation de ça avec le lancement du vaisseau d'exploration temporelle Aeon, qu'on retrouvera dans la série Voyager. En 3069, c'est la catastrophe du brasier qui provoque la chute de la Fédération, car tous les cristaux de dilithium sont affectés par un mystérieux mal qui font exploser tous les moteurs de la galaxie. En même temps, 3189, c'est l'arrivée du Discovery, un an après Michael Burnham. Et pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le lore de Star Trek. Donc vous le voyez, c'est assez densifié, et c'est ce qui permet aussi à la série Star Trek d'avoir un lore plutôt étendu. J'ai vraiment pris que les grandes dates, parce que si on prenait toutes les dates de naissance, tout ce qui existe, ça serait un peu plus long et compliqué. Je mettrai bien sûr cette infographie à disponibilité quand elle sera finie, et bien entendu, dans les années qui arrivent avec les nouvelles séries, elle sera soit à compléter, soit à rectifier. Voilà, si vous avez aimé ce journal de bord, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre un j'aime, partager la vidéo, et puis nous rejoindre sur Space Opera, le podcast dédié notamment à Star Trek. Voilà, je vous remercie pour tout, fin de ce journal de bord.